All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour John Crew, encore. Le Freelancer Max était vendu comme ayant 4 réacteurs et sur la chip Matrix, il est indiqué comme en ayant que 2. Donc combien il en aura en définitive? C'est trop tôt pour le dire, mais ça sera certainement 4, étant donné que la capacité de soute du Freelancer Max sera plus élevée et que ses réacteurs auront plus de poussée à fournir. Seconde question pour Matt Sherman, est-ce qu'on pourra piloter son Cutlass depuis le siège arrière avec son siège copilote à l'avant? La réponse est non, car les deux sièges ont été conçus pour avoir leur rôle spécifique et ne peuvent pas être interchangés. Troisième question pour Rob Reiniger, est-ce qu'on pourra avoir des appartements? Alors c'est une idée qui les intéresse, mais ça sera pas avant longtemps. D'abord, on aura tout simplement les cabines où on respawn, qui seront très répandues dans l'univers du jeu, qu'on pourra louer un certain temps contre une certaine somme et qu'on pourra personnaliser plus tard. Quatrième question pour Luke Davis, est-ce qu'il y a d'autres vaisseaux qu'ils ont prévu de refaire à part ceux qu'on connaît déjà? Luke répond par le P-50 de Merlin, le Buggy Grey-Cat et le M50. Dernière question pour Martin Treri, quoi de neuf concernant les mécaniques de décompression? C'est quelque chose qui n'est pas abandonné mais qu'ils ont repoussé car ils doivent trouver une solution pour l'appliquer aussi bien aux vaisseaux qu'aux environnements et éviter de travailler deux fois. Le lore post de mardi présentait un système planétaire à l'histoire tragique, le système Caliban. La date de sa première découverte reste inconnue. La première personne à avoir rapporté son existence est une transporteuse de marchandises du nom d'Ashley Gann. En 2341, elle fuyait des pirates dans le système nul, donc elle a fait un saut quantique à l'aveugle comme elle a pu, et elle a été stoppée plus loin par la présence d'un point de saut vers un système inconnu. Elle a rapporté les coordonnées du système à l'UNE, a récupéré sa prime et a disparu de la circulation. Mais quand les cartographes du gouvernement sont arrivés sur place, ils ont trouvé des constructions humaines sur une des lunes de Caliban 4, et ils se sont rapidement rendus compte que ces constructions étaient là depuis des années. Des tas de gens ont clamé qu'ils étaient les découvreurs originels du système, sans jamais rapporter de preuves. Beaucoup pensent du coup que Gann était une pirate qui a trahi son gang, ou qu'elle était une agent des renseignements qui a retourné sa veste. Mais elle a fini par donner une interview où elle s'en est tenue à son histoire originelle, donc le mystère reste entier. Quoi qu'il en soit, l'UNE a commencé à terraformer la deuxième planète du système et des colons ont rapidement afflué par millions. Jusqu'au 18 février 2617, où le large point de saut qui reliait Caliban au système nul s'est effondré. Il restait bien un point de saut vers le système Oberon, mais les habitants craignaient que celui-ci s'effondre aussi et que le système Caliban se retrouve seul dans l'univers, comme le système Oretani. Une lente chute démographique a alors commencé, même quand le point de saut vers le système nul s'est rétabli peu de temps après. Mais la panique engendrée n'était rien à côté de ce qui s'est passé en 2681, quand les Vandouls se sont dit qu'ils allaient faire une razzia dans le système. Les millions d'humains installés sur Caliban 2 ont dû fuir pendant que la Navy se faisait massacrer dans une bataille dont l'intensité n'a été dépassée que sur Vega 2 en 2881. Le système est depuis resté sous contrôle Vandoul. Petite théorie personnelle, vu le chaos que ça peut engendrer, je pense que la fermeture volontaire de points de saut via des armes expérimentales sera une intrigue de la trilogie Squadron 42 ou de l'univers persistant. C'est, je pense, avec ce genre d'armes secrètes que les Vandouls essaieront d'isoler des systèmes pour pouvoir les piller plus facilement. Caliban 1 est une planète qui a été totalement vidée de ses ressources à tel point que les Vandouls ne s'y intéressent pas. Caliban 2 a été rapidement terraformé après la découverte officielle du système. C'est devenu un lieu incontournable pour les explorateurs voulant vivre aux limites de l'espace connu. Durant l'ère Messer, des mouvements politiques ont rapidement émergé suite aux attaques Vandouls. La population clamait que le manque de forces armées dans le système était une mesure volontaire afin d'en renforcer le besoin et de renforcer la nécessité d'un chef militaire tout-puissant. En vérité, même après l'ère Messer, les choses ne se sont pas arrangées, ce qui a facilité l'invasion Vandoul. Depuis, la planète est en ruine et régulièrement pillée par les moissonneuses Vandoul. Des experts pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que toute trace de la colonisation humaine soit totalement effacée. Caliban 3 est une planète désertique qu'on pensait non terraformable. À l'époque de l'attaque Vandoul, les procédés de terraformation étaient suffisamment avancés pour que cela devienne possible. Malheureusement, le processus a été interrompu par l'invasion Vandoul et les stations de terraformation se sont crashées sur la planète. Beaucoup estiment d'ailleurs que le budget alloué à la terraformation de Caliban 3 aurait dû être consacré à la défense du système. La ceinture d'astéroïdes du système était riche en ressources avant l'invasion Vandoul. Les experts craignent désormais qu'elle ait été vidée de ses ressources par les envahisseurs. Caliban 4 est une géante gazeuse dont l'atmosphère est composée de fer et de silicate, ce qui lui donne une coloration à mi-chemin entre le vert et le gris. Enfin, Caliban 5 est une protoplanète sans atmosphère mais riche en ressources. Des scans menés via des drones ont révélé que les Vandouls étaient toujours en train de l'exploiter. Mercredi, l'émission Bugsmatchers présentait un bug lié aux mécaniques d'assurance et aux vaisseaux en soute. Si par exemple votre Cyclone était dans la soute de votre Cutlass et que vous essayez de faire jouer l'assurance pour récupérer le Cutlass, alors le Cyclone disparaissait et n'était plus du tout récupérable car vous n'étiez plus considéré comme son propriétaire. Ils ont dû donc faire une petite fonction récursive pour parcourir la liste de tous les vaisseaux contenus dans une soute pour leur réattribuer à chacun le bon propriétaire.
Jeudi, l'émission Around the Verse présentait l'avancement de 4 vaisseaux. Tout d'abord, le 600i, le concurrent direct du Constellation de RSI dans la catégorie des vaisseaux à équipage de quelques personnes, hormis qu'il sera plus gros, plus rapide et plus beau. Pas vraiment de grosses nouvelles infos sur ce vaisseau, c'était surtout une belle démonstration de son avancement interne. Il y aura 2 variantes, une pour l'exploration et l'autre pour le tourisme. La principale différence se trouvera au centre du vaisseau. Là où la version tourisme aura ce qui équipe un yacht dans la vraie vie, la version exploration aura une soute pour contenir un rover et 2 stations de scan à longue portée. Concernant ce qui reste à faire, ils doivent entre autres uniformiser le style d'origine, car c'est le premier vaisseau de ce constructeur qu'ils font avec un style aussi luxueux, réagencer les pièces qui jurent avec le reste, comme la cabine du capitaine, uniformiser l'éclairage tout en rendant les quartiers de vie plus chaleureux et les salles utilitaires plus sobres, rendre utilisables tous les objets à bord, faire en sorte que les vitres internes laissent passer plus de lumière, et réaliser les animations, les sons et les effets spéciaux. Après le 600i, l'équipe en charge de sa production se divisera en 2 groupes. Le premier continuera avec Origin et produira le 890 Jump, un autre vaisseau de tourisme, tandis que l'autre groupe commencera la production du Banu Merchantman. Et à moins que leur plan change, ces 2 vaisseaux seront dispo durant l'année 2019. Quelques images ensuite de l'avancement de l'intérieur de l'Aegis Hammerhead. Pas de nouvelles infos, mais c'est joli à voir, donc je vous laisse la séquence. Ensuite, c'était la présentation de la nouvelle version de l'Avenger d'Aegis qui est désormais 3 mètres plus large et plus long. Tous ceux qui ont pu l'essayer vous le diront, ce vaisseau était vraiment beaucoup trop petit. On a désormais une chambre où on n'est plus obligé de s'accroupir, un vrai plumard, des vrais escaliers pour aller vers le cockpit et la possibilité de monter dans le cockpit via une échelle externe. Ça sera obligatoire dans le cas de la variante EMP qui occupera sûrement toute la soute ou quand celle-ci sera pleine de marchandises. Personnellement, ils ont presque réussi à me faire regretter d'avoir upgradé le mien en Hornet. Il est relativement prêt, on peut voler et combattre avec, mais il manque encore l'aspect audio et la gestion des dégâts. Enfin, après le 600i et la série 300, Origin Jump Works va se mettre à faire des vaisseaux d'entrée de gamme, la série 100. Concrètement, ça sera un starter ship qui permettra de proposer un peu plus de variété aux nouveaux joueurs au moment de choisir un vaisseau de départ. Si un nouveau joueur décide de se lancer dans Star Citizen et que le look de l'Aurora ou du Mustang ne lui convient pas, ou qu'il décide de mettre un peu plus d'argent pour avoir un vaisseau un peu plus stylé, il pourra se tourner vers un des vaisseaux de la série 100. Point de vue fonctionnalité, ils seront moins manœuvrables que le Mustang, plus manœuvrables que le Aurora, mais seront moins puissants et solides que ce dernier. On y retrouvera les mêmes types de composants qu'un Aurora, 2 emplacements pour des armes de taille 1, quelques unités de cargo et un lit. La variante 100i sera la version de base dédiée à l'exploration, avec 2 unités de cargo, un équipement standard, et sera vendue au prix de 43 €. La variante 125A sera dédiée quant à elle au combat, elle disposera de 2 lance-missiles, de 2 unités de cargo et sera vendue au prix de 54 €. Enfin, la variante 135C sera dédiée au transport de marchandises, avec 4 unités de cargo interne, plus 2 via un module externe et sera vendu pour 60 €. Son design est évidemment inspiré de ce qui a déjà été fait pour définir le style d'Origin Jump Works, qui est inspiré de Mercedes et BMW et qu'on a vu sur le 600i, c'est-à-dire beaucoup de courbes, le moins d'angles et d'arêtes possible, beaucoup de surfaces grandes, lisses et brillantes, et pour l'intérieur, du blanc extrêmement lumineux. Le 100i n'en est qu'à sa phase de pré-production, ils ont fini les concept art, choisi les statistiques, mais n'ont encore rien fait dans le jeu à son sujet. Le petit plus de ce starter ship, ça sera sa capacité à disposer d'un système de raffinage de carburant créé par Origin, capable de récolter plus de types de gaz différents que ce que peut récolter le moteur d'un autre vaisseau moins cher. Du coup, pour expliquer un peu plus ce sujet, CIG a posté un article détaillant le fonctionnement des mécaniques de réapprovisionnement et de raffinage de carburant. Dans l'Alpha 3.1, tous les vaisseaux ont un réservoir de carburant classique, le plus souvent à hydrogène, et la plupart des vaisseaux ont en plus un réservoir de carburant de saut quantique. L'un ou l'autre est utilisé en fonction du type de poussée demandé. Sur tous les vaisseaux, un système de raffinage récoltera les gaz naturels trouvés dans l'espace pour les transformer en carburant. Ça sera nécessaire car il est prévu à terme que le carburant soit utilisé en toutes circonstances.
Lors des phases de vol standard, les vaisseaux seront capables de raffiner plus de carburant qu'ils en consommeront, mais des phases de boost et de post-combustion prolongées, ou un vol atmosphérique trop long, et votre vaisseau consommera plus de carburant qu'il en raffinera. Arrêter totalement de bouger permettra de raffiner un peu de carburant, mais pour en raffiner beaucoup, il faudra que le vaisseau se déplace dans l'espace. Et idéalement, dans des nuages de gaz, où on peut en trouver plus. Le système de raffinerie classique des vaisseaux sera capable de raffiner du carburant seulement à partir de l'hydrogène, mais des systèmes de raffinage plus complexes comme celui du 100i, du Freelancer dur, du Vulcan ou du Starfarer permettront de raffiner du carburant à partir d'une plus grande variété de gaz, comme l'hélium, l'argon, le néon, etc. En revanche, du carburant raffiné à base d'hélium ne pourra pas être mélangé avec du carburant raffiné à base de xénon par exemple. Donc, ou bien vous devrez avoir plusieurs réservoirs pour chaque type de carburant raffiné, ou bien vous devrez intelligemment choisir sur quel type de gaz vous basez votre source de carburant. Parce que si vous avez qu'un seul réservoir et que vous voulez changer le type de carburant qu'il contient, vous devrez d'abord le purger avant de le re-remplir et c'est pas tellement recommandé dans le vide spatial. Ce genre de problème sera au centre du gameplay de raffineur de carburant et de réapprovisionnement. Aux commandes d'un Starfarer, votre boulot sera rythmé par la recherche et l'analyse de la composition des nuages de gaz avoisinants et la prise de décision vis-à-vis de quel gaz vous choisissez de récolter. Imaginons qu'un nuage de gaz soit composé à 10% d'ammoniac et à 40% d'hydrogène. Le carburant à base d'ammoniac se vend plus cher, est plus performant, mais il sera 4 fois plus long à récolter, donc ça sera à vous de choisir. Parmi les vaisseaux disposant d'outils de raffinage de carburant ou pouvant s'en équiper, ça dépendra de leur classe. Des petits chasseurs dépendant d'un vaisseau capital comme le Gladius ou le Hornet n'en auront pas et ne pourront pas en équiper. Des plus gros vaisseaux de combat comme le Vanguard et le Retaliator en auront un par défaut vu que leur mission consiste souvent à parcourir de longs trajets. Les vaisseaux d'exploration, industriels, de support en auront un par défaut et pour les vaisseaux de course, ça dépendra des modèles. Certaines familles de vaisseaux comme l'Aurora ou la série 300 auront des variantes équipées de systèmes de raffinage par défaut, là où les autres variantes pourront seulement s'en équiper. Pour finir, qu'un vaisseau n'ait pas de système de raffinage ne veut pas dire qu'il ne pourra pas opérer seul dans le vide de l'espace, ça veut juste dire que son pilote devra être un peu plus prudent et prévoyant. Vendredi, l'émission Reverse the Verse accueillait John Crew, Corentin Bilmont et Michael Silito pour répondre aux questions des backers. Est-ce que la nouvelle version de l'Avenger aura sous son nez un emplacement d'armes standard? Oui. En quoi le Origin 100i sera efficace comme chasseur sachant qu'il n'a que 2 armes de taille 1? Alors chasseur, c'est relatif comme terme, ça sera un chasseur efficace contre des vaisseaux de son gabarit, mais ne comptez pas faire tomber un Super Hornet ou un sabre avec. Où se situera le Origin 100i vis-à-vis du Mustang et de l'Aurora? En termes d'apparence, il sera plus beau, il aura un système de raffinerie de carburant plus sophistiqué comme on a dit, une maniabilité à mi-chemin entre les deux, mais par contre, il sera plus fragile que le Aurora et plus lent que le Mustang. Comment sera la visibilité à l'intérieur du cockpit d'un Origin 100i? Ils ont eu plein de critiques vis-à-vis de ça, notamment du Cutlass, donc ils vont faire en sorte que ça soit le moins chargé possible. Pourquoi faire du 100i un starter ship alors que la série 300 d'Origin remplit déjà ce rôle? Ils sont justement en train de retravailler cette série de vaisseaux et avec les évolutions apportées, ça ne sont plus vraiment des vaisseaux qu'on pourrait qualifier de starter, donc le 100i tiendra désormais ce rôle. Concernant les variantes de l'Avenger, est-ce que ça va rester des variantes ou est-ce que ça deviendra des modules interchangeables? Rien n'est encore sûr, mais ça dépendra surtout de l'interface de gestion des modules pour le joueur. Durant la présentation du Origin 600i, il était question d'un rover. Sera-t-il dispo en 3.2? Non, car ils ont même pas encore fait les concept art. Une fois que le 600i sera sur le marché, qu'est-ce que le Constellation aura un corps pour lui? Alors le 600i sera plus gros, plus beau et plus rapide que le Constellation, mais celui-ci aura plus d'armement, plus de place en soute et un vaisseau P-52 Merlin amarré à l'arrière. Comment on montera dans un Origin 100i? Tout simplement par un petit escalier latéral comme dans les jets privés. Est-ce qu'on aura des starter chips d'autres constructeurs comme Anvil, Drake ou Aegis? Pas de réponse claire de leur part, mais vu leur réaction et leur sourire à ce moment-là, ça veut certainement dire oui. Est-ce qu'on pourra éteindre la lumière dans le 600i pour éviter de se bousiller les yeux? C'est pas prévu mais c'est faisable. Qu'en est-il de l'Avenger avec 2 places parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler? Pour faire simple, c'est sûrement mort, c'est même pas quelque chose qui a été pris en compte pour sa nouvelle version, donc considérez que c'est purement et simplement enterré. Y a-t-il d'autres variantes prévues pour le 600i? Ils ont des idées, mais rien de prévu pour l'instant. Enfin, est-ce que le billard du 600i sera fonctionnel? Probablement pas. Samedi, CIG a mis à jour sa roadmap de la progression de la 3.2, et on se rend compte que peu de choses avancent pour le moment. Certainement car ils se sont plutôt concentrés sur la sortie du patch 3.1.2 qui visait à améliorer principalement la persistance de notre position suite à une déconnexion ou un crash. Notons quand même une belle progression au niveau de la 3.3 prévue pour fin septembre. La planète Hearthstone qui est déjà complétée à 75%, sa capitale Lorville finit à plus de 33%, et ils viennent de commencer le travail sur les stations de repos qu'on a vues il y a quelques semaines. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.